Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de l'invitation annuellement et de façon bilatérale. Bon, je vais pas vous faire comment dirais une énumération des papiers qui auraient été publiés récemment par le groupe. Je vais juste en évoquer un. Bon, mais comme vous savez, la dynamique, elle est forte dans ces écailles, grâce notamment à la mise en place d'un conseil scientifique qui se réunit 3 fois par an et qui permet un peu de screener des nouvelles idées, des nouveaux projets de protocole, éviter que chacun fasse son petit poster avec 10 cas dans son coin pour une thèse de médecine, éviter le morcellement. Et c'est plutôt vertueux. Le Régis Carmen, il y a plus de 2500 patients PTI incidents, donc on a décidé maintenant de plus prendre les PTI des novos et de se concentrer sur les PTI qui ont besoin d'une deuxième ligne, ce qui permet de faire des focus sur des nouveaux médicaments, fostamatinib ou des autres à venir en conditions de vie réelle. Et dans la HAI, Carmen HAI adulte, on est à 450 patients. Donc là, il y a un tout gros travail on va dire pas de nettoyage, mais de vérification des données, etc., par l'équipe de Toulouse. Et on va commencer à générer un certain nombre de données. D'abord, une analyse descriptive de profil de ces 450 patients. Et après, bien sûr, ça découlera sur un certain nombre de travaux et de questions plus ciblées. Donc moi, j'ai décidé, je suis désolé pour ceux qui sont déjà au courant du contenu, de vous donner les principaux changements qui sont apparus dans les deux PNDS mis à jour, respectivement dans l'HAI et le PTI de l'adulte en fin d'année dernière. Alors, on n'a pas fait de c'est vrai qu'on n'a pas fait de PNDS ciblé et vente de l'adulte. C'est évoqué dans les deux, mais on pourrait effectivement générer un troisième PNDS qui serait vraiment plus synthétique et plus court que celui de l'enfant, puisqu'on a vu que l'impact sur les facteurs génétiques est quand même notoirement plus élevé chez l'enfant. Bon, dans le diagnostic, on a un sérestype de tableau pour aider le clinicien non averti à l'interprétation d'examen direct à l'antiglobuline, ce qui soulève parfois des questions. Les gens pensent que dès que le COUM c'est positif avec du complément, c'est forcément des aigles froides, alors qu'il n'y a pas d'aigles froides dans le sérum, on les a pas recherchées, euh, et ainsi de suite. Euh, aussi, on a intégré cet index qu'on appelle euh, index de régénération ou index réticulocytaire, qui est pas archi validé dans le contexte de l'HAI, mais qui a été publié initialement dans des contextes d'anémie hémolytique constitutionnelle, mais qui a l'air assez robuste, qui permet de savoir quand vous avez un taux d'hémoglobine donné et un taux de réticulocyte donné à un jour donné à distance d'une transfusion, si la réticulocytose est adaptée au niveau et à la sévérité de l'anémie ou pas, ce qui peut avoir des implications à la fois pronostiques à court terme. C'est-à-dire, si le patient passe la barre des 120 gigas, on dit qu'il régénère, mais en fait il a 4 grammes d'hémoglobine, c'est poussif. On sait qu'il va s'aggraver dans les jours qui suivent, et puis éventuellement des implications en termes de traitement de support avec l'EPO qui peut permettre de faire de l'épargne transfusionnelle. On a rappelé là donc toujours sur la CHAI, parce que je suis assez surpris nous quand on reçoit comme vous des avis en RCP, on nous parle de la CHAI, on nous parle du myélogramme. Bon, je vois pas trop le fondement quand on a une anémie hémolytique régénérative, ce qu'on cherche sur le myélogramme, c'est pas toujours évident pour moi. Et donc voilà, on m'a précisé que oui, s'il y avait une réticulocytopénie, bien sûr, euh, ou si l'anémie était hémolytique mais non régénérative, macrocytaire sans carence en folate B12, voilà, il faut voir s'il n'y a pas une myélodysplasie. Et quant à la biopsie ostéomédulaire, elle doit vraiment être, son recours doit être limité aux patients chez lesquels il y a une forte présomption de lymphome, savoir adénopathie profonde, pas forcément accessible à une biopsie, splénomégalie disproportionnée par rapport au degré d'hémolyse, pic monoclonal, voire hypogamma.
Donc comme ça a l'air de faire beaucoup de circonstances et in fine, il y a peu de patients chez lesquels on a besoin finalement de faire une biopsie médulaire. Et puis bien sûr, s'il y a un lymphome avéré au diagnostic d'HAI, là c'est dans le cadre du bilan d'extension. Alors ça, comme ça a été abordé, bon malheureusement je pourrais pas rester, mais je suis assez intéressé de suivre le travail pédiatrique des HAI à Combs dites négatifs. Nous, on avait fait un travail en lien avec Thierry d'ailleurs. Malheureusement, comme certains travaux, ont été valorisés, mais que la forme d'abstract et après l'ancien interne devenu chef de clinique, puis PH, est rentré dans une phase de procrastination chronique. Mathus, enfin, tu te demandes s'il n'a pas changé son numéro de portable. Donc, quand tu n'as plus fichier Excel, c'est compliqué. Bref, mais on avait quand même préétabli et on a un peu consolidé ça. Donc ça, c'est des propositions. Bien sûr, c'est pas validé en termes sur des cohortes et des cohortes de contrôle. Mais en tout cas, chez l'adulte, on estimait que bon, il fallait une anémie avérée, une hémolyse avérée, bon d'accord, avec un test direct à antiglobuline élargie et comprenant IgA et IgM négatif. Pas d'anomalie morphologique sur le frottis sanguin des globules rouges en dehors éventuellement de la présence de sphérocytes, qui est même plutôt un petit argument pour. Chez l'adulte, ça c'est vraiment important, pas de prothèse valvulaire, pas de prothèse cardiaque. Enfin, actuellement, il y a beaucoup, enfin, je mets, ce qu'on appelle les TAVI pour les rétrécissements aortiques. Des patients de 85 ans qui sont pris en charge en cardiologie interventionnelle. Il peut y avoir des microfuites, etc. Que les cardiologues ont parfois du mal à reconnaître ou à voir. Donc avant de s'emballer avec des corticoïdes et du rituximab, bien sûr, faut éliminer ça. Pas de médicaments inducteurs d'hémolyse. Et puis comme test d'exclusion, au minimum, les enzymes classiques rétrocytaires. Bien sûr, s'assurer que le patient ou la patiente n'a pas de clone HPN, une électrophorèse de l'hémoglobine et au moins un test, on va dire, attestant de l'intégrité directement ou indirectement de la membrane du globule rouge en termes de fonctionnalité, donc un EMA au minimum, ou idéalement une ectacytométrie. Donc si tout ça est négatif, là, on considère que le diagnostic est hautement probable et il est licite de faire un test, je sais pas si c'est un test diagnostique, mais en tout cas un test thérapeutique au corticoïde qui, s'il est probant, va renforcer la probabilité. Si on n'a pas tout ça, on peut considérer que c'est probable si le patient a un lupus, s'il a, je sais pas, une leucémie lymphoïde chronique avec une HAI à Kumsneg, c'est sûr que la probabilité elle augmente, surtout s'il a été exposé à des chimiothérapies. Si c'est un patient qui a été exposé à des checkpoints à des inhibiteurs de checkpoints immunitaires, bon là c'est des contextes suffisamment favorisants pour qu'on puisse s'affranchir de toute la batterie de tests de troisième et quatrième intention. Et puis, on a précisé que quand vraiment on n'a pas de piste solide, on a éventuellement fait un test thérapeutique qui s'avère négatif, c'est là où ça peut avoir un intérêt de faire un séquençage de débit sur un panel dédié hémolyse, ce que vous faites comme nous de temps en temps, et on a quelques cas de patients âgés chez lesquels on a tombé sur des mutations somatiques impliquant des gènes codant pour des protéines structurales de la membrane du globule rouge sur un fond avéré de myélodysplasie ou sur simplement un fond d'hématopoïèse clonale. Donc ça arrive. Et ça permet, si ce n'est de trouver un traitement hyper ciblé, au moins de comprendre ce qui se passe. Dans les causes des AHI secondaires anticorps chauds, bon, il n'y a pas de scoop, hein, on les a repris. Je vais bien sûr pas les lister toutes ici. Vous les connaissez. Là, on voit pas grand-chose et je sais pas si moi j'ai pas accès à si. Hop. On a fait un focus avec l'aide notamment l'input de Lionel Galissier sur quand évoquer un déficit immunitaire chez l'adulte, ce qui était assez succinct dans la version antérieure. Donc bien sûr, quand il y a une hypogammie, quand il y a des infections, quand il y a une granulomatose,
Mais voilà, les interactions, on en a parlé tout à l'heure avec Frédéric. Si vous avez une HAI avec une Mickey, ben déjà on a un spectre qui est plus large. S'il y a un antécédent personnel ou au premier degré de lymphome virus-induit ou de Hodgkin, dans ces cas-là, il faut aller plus loin avec au moins des phénotypes étendus. Et puis, comme vous le savez, il y a des LPS à révélation tardive chez le jeune adulte. Et là, on connaît aussi les, euh, les critères qui doivent y faire penser. Hop. Voilà. Dans les examens complémentaires à la recherche d'une cause sous-jacente, il n'y a pas de changement. Donc en vert, ce qu'on préconise chez l'adulte comme étant pertinent, une fois qu'on a posé le diagnostic d'HAI anticorps chaud et qu'il n'y a pas de maladie évidente de prime abord sous-jacente, on fait une biologie dite lupique, un phéno des lymphocytes B uniquement. Encore une fois, s'il n'y a pas d'argument faisant suspecter un déficit immunitaire, contrairement donc à ce qu'on fait chez l'enfant. Une électrophorèse des protéines plasmatiques et une immunofixation à la recherche d'un pic, d'une hypogamma. S'il n'y a pas de lupus versant hématologique manifeste, on fait un scanner PAP chez tous les patients dans les 10 jours qui suivent le diagnostic. Pas besoin de faire de tête, hein, un dosage pondéral des immunoglobulines. Et puis, on a laissé les sérologies VIH-VHC, ce qui est quand même assez discutable. Parce qu'autant on voit encore 3 PTI par an chez des migrants qui arrivent avec une thrombopénie, autant HAI révélant un VIH, franchement, je pense que ça fait 15 ans que j'en ai pas vu. Mais quant au VHC, sur le plan épidémiologique, déjà que le lien est assez ténu. Bon, ça se discute. Le VHB en pré-thérapeutique, en revanche, avant corticoïdes et Gatux, ça reste de bonne loi. Et en bleu, donc, tout ce qui est conditionnel et dont la demande, la recherche doit être conditionnée par les résultats de la colonne du milieu, dans un souci, ce qu'on va qualifier de juste prescription, qui se recoupe souvent avec la bonne médecine. Donc dans le contexte actuel, un peu tendu budgétaire, faire de la bonne médecine, c'est aussi parfois, souvent, prescrire moins, mais prescrire de façon plus pertinente. Dans les médicaments, on a fait donc un petit focus sur les anémies hémolytiques auto-immunes induites par les inhibiteurs de point de contrôle immunitaire. Comme vous savez, c'est plutôt les anti-PD1, les anti-PDL1, plus rarement les anti-CTLA4. Ça peut survenir de façon décalée après plusieurs cycles ou plusieurs administrations d'inhibiteurs du checkpoint. C'est une des circonstances au cours desquelles le Coombs peut être négatif parce que les patients étaient exposés à de multiples traitements, notamment chimiothérapie précédemment. Et de façon intéressante, grâce au registre immunotox, notamment de l'IGR et registre Resamic. Donc, il y a une publication récente française à laquelle on a participé, spécifiquement sur HAI et checkpoint inhibiteur. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous développez une anémie hémolytique auto-immune sous immunothérapie, dans près d'1% des cas, quand vous cherchez une hémopathie lymphoïde sous-jacente, vous la trouvez. Alors que le patient est traité pour un mélanome au départ, ou pour un cancer du poumon, hein, bien sûr. S'il est traité pour un Hodgkin, on n'en parle pas. Donc ça, c'est intéressant. La grossesse, on est en train de faire un registre prospectif grossesse HAI avec actuellement une quinzaine de patientes incluses, que ce soit des patientes qui débutent une grossesse avec une HAI préexistante ou des HAI de novo pendant la grossesse, en lien avec le groupe coopérateur qu'on appelle EGR2, qui est coordonné par Nathalie Costedo-Acochin et maladie auto-immune de l'adulte et grossesse. Il y a une étude rétrospective observationnelle européenne qui a été rapportée par Fatizzo, auquel on a aussi participé, 45 grossesses survenues chez 33 femmes. Bon, le message, c'est que, un peu comme dans le PTI, même peut-être un peu plus, que l'exacerbation en cours de grossesse, elle s'observe dans un cas sur deux.
mais que la bonne nouvelle, c'est que les patients très sensibles au traitement classique, à savoir essentiellement les corticoïdes, parfois ben, on peut faire du rituximab. Je vous rappelle, si on fait du rituximab, vaut mieux le faire au premier trimestre plutôt qu'au troisième, contrairement parfois à des idées reçues, puisque l'anticorps monoclonal passe la barrière essentiellement au deuxième et troisième trimestre. Il y avait des complications materno-fétales plus qu'attendues dans la population générale. Et il y a eu un cas, donc c'est intéressant, un cas d'hémolyse passive néonatale sur 45 grossesses. Bon, manifestement, c'est plus rare que le PTI néonatal, mais ça peut arriver. Donc, en termes d'informations patientes, c'est important. Pour les HAI anticorps froids, alors bon, là on se distingue vraiment de l'adulte parce que la maladie des agglutines froides, c'est la principale représentante et c'est une maladie s'apparente à une hémopathie lymphoïde B clonale indolente qui est l'apanage des sujets de plus de 50 ans. Donc vous n'êtes pas directement ou indirectement concerné. Donc c'est assez simple, on cherche le pic IgM-kappa, qui est souvent un pic de faible intensité, on fait une imagerie. Et puis là aussi, on se distingue un peu des recommandations entre guillemets internationales des collègues anglo-saxons. On estime qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à faire une BOM et ou un myelogramme systématiquement, sauf si le pic est supérieur à 10 grammes, sauf si on envisage un traitement par rituximab plus d'indamustine ou d'autres chimiothérapies. Euh, voilà, donc une maladie des agglutines froides standard classique, il y a un taux d'hémoglobine autour de 10 grammes, un peu d'acrocyanose d'hiver qui va pas mal, qui ne requiert pas de traitement ou peut-être une transfusion tous les 18 mois. La lecture de la biopsie ostéomodulaire ne va pas influer sur la prise en charge. Alors, dans les formes secondaires que les anglo-saxons appellent, donc ils distinguent le cold agglutinin disease et le cold agglutinin syndrome. Bon, j'aime pas trop cette sémantique, mais peu importe, c'est pas le problème. Dans le cold agglutinin syndrome, on met soit des sortes de MAF secondaires à des lymphomes dûment caractérisés, soit des AHI anticorps froids post-infectieuses. Et oups, oui, c'est ça. Je fais un... Et donc nous, on avait colligé, et c'est un papier qui est en révision favorable dans MG Hématol, à la faveur, si je puis dire, de l'épidémie de mycoplasme qui a sévi en France, mais en Europe du Nord à l'automne 2023, hiver 2024. On a recueilli 60 dossiers de patients avec une infection avérée à Mycoplasma pneumoniae associée à une HAI de type froid avec un taux d'hémoglobine on a mis un cutoff à moins de 10. Et puis on a comparé ces patients à la cohorte Mikado, qui est une cohorte nationale des patients hospitalisés pour pneumopathie à Mycoplasma pneumoniae pendant cette période. Cohorte Mikado dans laquelle je crois il y a eu 1500 patients, ça a été publié en 27, enfin vraiment un gros truc. Donc il n'y avait pas de série dans la littérature à part des case reports ou des séries de 3 cas à ce jour. Donc là on a 60 patients. Bon, en gros, voilà, c'était des adultes, hein, donc 48 ans d'âge médian. Ce qu'on peut dire, c'est que presque la moitié d'entre eux ont dû être pris en charge en unité de soins intensifs, soit bien sûr pour le poumon, mais également parfois par le fait que l'anémie était sévère, que il y a eu 16% d'événements thromboemboliques précoces, parmi lesquels des embolies pulmonaires, dont une fatale, et qu'enfin, on voulait savoir ce qu'il en était du pronostic et de l'impact éventuel de la corticothérapie. Il y a que 17 patients qui ont reçu des corticoïdes. Les autres ont reçu juste un traitement symptomatique. Et ça, c'est les caractéristiques des patients. Vous voyez qu'il y a bon, les taux d'hémoglobine médiane étaient à 6,9. Ça, c'est les manifestations thromboemboliques. Bon, après, il y a des patients, il y a 3 patients qui ont reçu des IG, un du Ritux, quelques échanges plasmatiques. Enfin, et sur les corticoïdes, on voit pas de différence en termes de réduction
du délai de l'anémie hémolytique et de time to recovery, avec un biais quand même qui est important, qui est que les patients qui ont eu des corticoïdes étaient les patients plus sévères diagnostiqués avec un taux d'hémoglobine plus bas, des LDH plus élevés. Donc, on n'est pas vraiment dans un contrôle versus standard of care, puisqu'ils étaient, vous voyez, corticoïdes 1620 de LDH versus 586. Donc, peut-être que si on avait, voilà, si on prenait deux groupes de patients homogènes, peut-être qu'on verrait un gain des corticoïdes. Donc, à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, pas d'effet évident, probant, avec ces limites de la corticothérapie pour raccourcir le délai de la période d'hémolyse dans l'HAI associée à l'infection par Mycoplasma pneumoniae. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde a guéri. Enfin, il y a eu 2 décès, mais de cause indépendante. Enfin, une embolie pulmonaire puis une défaillance respiratoire, et que l'anémie hémolytique a régressé en quelques semaines chez l'ensemble des patients, soit spontanément, soit sous l'effet seul de mesures symptomatiques. Mesures symptomatiques, donc, qu'on a rappelé dans la PNDS, mais qu'il fallait pas négliger le recours à la transfusion, qu'on pouvait recourir à l'EPO transitoirement hors MM pour passer un cap, et qu'il fallait pas oublier chez les patients qui reçoivent corticoïdes plus rituximab de faire une prophylaxie de la pneumocystose, puisque on a vu et on continue de voir de temps en temps des cas de pneumocystose chez les patients HAI. On ne voit pas chez le PTI, mais le PTI reçoit beaucoup moins de corticoïdes. Donc corticoïdes plus rituximab en termes de risque vis-à-vis de la pneumocystose, même si c'est pas non plus intuitif, c'est plus risqué que corticoïdes seuls. On a redéfini et bien précisé les critères de réponse partielle complète et rémission partielle complète. Ça, c'est pour homogénéiser les études, qu'elles soient observationnelles, rétrospectives ou pour les essais thérapeutiques à venir. Et on a aussi bien défini le caractère corticodépendant, quelque chose qui échappe souvent dans les études, les essais industriels, cette notion de corticodépendance. Et donc, on a dit qu'il fallait maintenir une corticothérapie au-delà de 0,1 mg kilo jour. Voilà, en gros, si vous avez fait 60 kilos, si vous avez besoin au moins de 6 mg de prénisone par jour pour maintenir au moins une rémission partielle, vous êtes corticodépendant. Et ça peut quand même avoir un intérêt en termes d'objectifs secondaires dans les études de lutter contre cette corticodépendance. Bon, ça, c'est l'algorithme de traitement de la chaîne anticorpo primitive. Il n'y a pas de scoop, un corticoïde. Si ça marche vite et bien, on décroît, on arrête en 3 à 6 mois maximum. Donc, on est depuis longtemps revenu au dogme des anciens qui disaient que c'était au moins 2 ans de traitement. On n'inonde pas les patients avec des 2, 3, 4, 5 mg kilo. Il n'y a pas de rationnel pour ça. Et on ne sait pas si la Dexa fait mieux, même si de temps en temps, il se trouve que dans la pratique, il y a des patients qu'on a été amenés à donner, chez lesquels on a donné de la Dexa en deuxième ligne de la prénisone et qui ont répondu. Mais il faudrait faire l'étude qui a été faite dans le PTI pour s'assurer que c'est mieux. Si le patient est très comorbide, on peut faire du Ritux d'emblée, sinon on le fait en cas de corticorésistance ou de corticodépendance. Et puis si le patient a échoué au Ritux, on met un immunosuppresseur, plus volontiers l'azatioprine si on n'est pas dans l'urgence. Et la splénectomie, on la discute en quatrième, en cinquième intention. Et ensuite, si le patient a échoué, multiréfractaire, on fait des thérapeutiques, soit expérimentales ou des protocoles des essais thérapeutiques, soit ce qui donne de bons succès, c'est l'association Velcade d'hexaméthasone. Bon, je passe pour la maladie acute froide parce que c'est moins, il y a moins de retombées sur l'enfance, mais pour dire que vous savez qu'on a un inhibiteur du complément du C1 qui a eu la MM, qui est très efficace, mais comme il a eu une ASMR5, il n'est pas remboursé. Ce qui fait que pour l'instant, il y a que 6 ou 7 patients en France qui ont été exposés. On va essayer de monter un protocole avec le soutien du laboratoire qui a changé dans l'intervalle. Le PTI rapidement, donc vous savez ce qui change en termes de diagnostic, c'est qu'on était un peu les derniers diagnostics gaulois, dire qu'il fallait faire un myogramme à partir de 60 ans. On a fait sauter cette barrière, puisque si vous prenez 130 PTI, ça a été fait dans le registre Carmen, incident, vous faites, à des gens de plus de 60 ans, vous faites 130 millogrammes. Il n'y en avait qu'un qui avait des anomalies qualitatives qui flirtaient avec la myélodysplasie, et quand vous refaites le même myogramme de ce même patient 5 ans après, ça n'a pas bougé.
et les 129 autres n'ont pas développé quoi que ce soit d'autre qu'un PTI. Donc voilà, la rentabilité est faible, s'il n'y a pas de perte de chance. Donc on garde l'indication indépendamment de l'âge du myélogramme si bien sûr la thrombopénie n'est pas isolée, biologiquement ou cliniquement, et également en cas d'échec au traitement de première ligne bien conduit. Voilà, typiquement, le patient qui a 25 ans, il arrive le vendredi, il a 5 gigas, il a un sang hémorragique franc, on lui fait d'exaïs GIV, le mercredi d'après, il est toujours à 5 gigas de plaquettes. Bon, oui, on va faire un diagramme. C'est rare qu'on trouve des choses, mais voilà. C'est plutôt sur les compagnies en marge d'escalier où on trouve une fois par an peut-être une aplasie médulaire avec une moelle un peu hétérogène. Et quand on tourne au premier hémogramme, effectivement, c'était une thrombopénie isolée, mais au fil du temps, on voyait de l'EGM qui montait un peu, les neutrophiles qui montaient un peu. Mais encore une fois, il n'y a pas eu de perte de chance si on a fait un myogramme au bout de 15 jours ou 3 semaines pour une aplasie médulaire en voie de constitution. Euh, donc ça, je pense que ça vous fera plaisir. On a aussi fait un petit focus qui était quand même tout à fait, enfin, pas complètement absent, mais un peu anecdotique dans la version précédente, hein, en insistant sur le fait que c'est un diagnostic différentiel difficile des thrombopénies constitutionnelles, qu'il faut savoir repérer les entités syndromiques, qu'il faut bien regarder, être attentif au rendu du frottis et que notamment l'identification de thrombopénie constitutionnelle associée à des mutations prédispose à un risque accru d'hémopathie myéloïde est vraiment importante parce qu'elle conditionne le suivi et le traitement et notamment chez ces patients-là, on va éviter de recourir aux agonistes du récepteur de la thrombopoïétine. Donc, on a recours plus fréquemment. Bon, c'est clair qu'avant ça n'existait pas, mais on se pose plus souvent la question maintenant, notamment fort de votre expérience, d'une thrombopénie constitutionnelle passée inaperçue et révélée à l'âge adulte, et on a recours assez facilement à un panel dédié. Ça, je passe. Il n'y a pas de changement. Les antiphospholipides, ça a été une grosse discussion. Est-ce qu'il faut les faire à tout le monde ou pas? On a dit que non, mais que l'indication était recommandée avant RTP ou spléectomie. Et pour terminer, le seuil thérapeutique, vous savez, classiquement, c'est un seuil consensuel de 30 gigas par litre chez l'adulte hein, pour initier un traitement dans un PTI de novo. Là aussi, grâce à des études issues du registre Carmen, on s'aperçoit que les saignements graves, c'est-à-dire l'hémorragie gastro-intestinale avec déglobulation, hémorragie intracrânienne, dans des PTI de novo, ne se voient que chez des patients qui ont moins de 20 gigas, sauf si le patient est par ailleurs exposé à un anticoagulant. Donc, chez un patient qui n'est pas exposé à un anticoagulant, euh, on instaure un traitement désormais quand le seuil passe en dessous de 20 et on peut attendre entre 20 et 30 gigas si le patient est polysymptomatique. La première ligne, il n'y a pas de scoop, si ce n'est que la Dexa a vraiment remplacé la prénisone, sauf pour les patients ambulatoires. Le score hémorragique, on l'a un peu modifié. On a fait sauter la barrière d'âge de 65 ans. On a laissé celle de 75 parce qu'il y a encore des controverses dans la littérature sur l'impact de l'âge. On a rajouté le fait que si vous êtes sous anticoagulant à dose efficace, là, ça vaut 3 points. Donc, il y a une petite modification par rapport au score précédent. On n'a pas mis les antiagrégants parce qu'il n'y a pas de niveau de preuve qu'un antiagrégant en monothérapie majore le risque hémorragique. Ça aussi, c'est un peu contre-intuitif. J'ai un patient qui a un PTI, possiblement parce que le turnover plaquettaire est tellement rapide que, en fait, le cardégique que vous prenez à 8 heures du matin, il est plus fixé sur la plaquette à 17 heures. Ça, je passe, ça, je passe. Donc, ça, c'est les algorithmes faits par Bertrand. Vous voyez, ce qui change, c'est le seuil. Et puis, on a rajouté vraiment dans les urgences vitales, quand ça répond pas à IGIV, corticoïdes. Là, c'est la totale thérapie avec transfusion de plaquettes, si le patient a une hémorragie grave, des bolus, vinblastine plus ARTPO. Et la deuxième ligne, c'est entre ARTPO, rituximab. Bertrand a voulu garder la Dapsone, que personnellement, j'aurais pas gardé suite aux essais, à l'essai négatif d'APSITP qu'on a publié. Voilà. Et en troisième ligne, il n'y a pas de stratégie
univoque. Quand on met un RTPO, il faut bien sûr faire le switch. Je passe. Donc voilà, les petits mots-clés pour le PTI, ce qui change dans le PNDS, plus de myélogrammes systématiques au-delà de 60 ans. Le seuil plaquettaire de traitement en première ligne, c'est 11 K. Le score hémorragique a été légèrement modifié au vu des récentes données de la littérature. La DEXA, c'est le corticoïde de choix désormais. La RTPO, c'est quand même le traitement de deuxième ligne de choix avant rituximab. Et dans les formes multiréfractaires, on combine deux, voire trois médicaments ayant des mécanismes d'action différents. Je vous remercie.